Légère détente dans la guerre du pétrole, 10 pays arabes producteurs de pétrole décident de surseoir à la nouvelle augmentation de 5% de l'embargo prévu pour le 1er décembre. Clôture cet après-midi à Nantes des 6e assises nationales de l'UDR qui ont réuni pendant 3 jours quelques 5000 délégués. Le discours final a été prononcé par le Premier ministre, M. Pierre Messmer. Grèce, l'ordre sera maintenu par tous les moyens, annoncent les militaires à Athènes. La loi martiale, le couvre-feu demeurent en vigueur. Le commentaire de notre envoyé spécial en Grèce, Raymond Girard. Ben Gourion, l'un des fondateurs de l'État d'Israël, hospitalisé cet après-midi dans un état très grave. À 87 ans, Ben Gourion souffre d'une hémorragie cérébrale et il est en partie paralysé. Où en est Françoise Sagan après les rumeurs faisant état d'une très grave maladie? Françoise Sagan l'a dite elle-même à Dominique Loriot. Enfin, le tiercé qui se disputait aujourd'hui à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 11, le 2 et le 1. Une combinaison qui rapporte 647 francs 50 pour 1 franc et dans un ordre différent d'arrivée 129 francs 50 toujours pour 1 franc. Les rapports pour 3 francs sur le carton qui était à l'instant sur votre écran et qu'il est d'ailleurs toujours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les assises nationales de l'UDR ont donc pris fin cet après-midi. Principalement axées autour du thème de la participation, ces assises ont duré 3 jours et ont réuni un peu plus de 5000 participants. Ces assises ont notamment été marquées par l'élection du nouveau comité central de l'UDR. C'est ainsi que M. Alexandre Sanguinetti a été confirmé par applaudissement secrétaire général du parti. Ce matin, un grand nombre de leaders s'étaient succédés à la tribune, notamment messieurs Perfit et Debré. Et c'est cet après-midi le Premier ministre, M. Pierre Messmer, qui a prononcé le discours de clôture de ces assises de l'UDR. Le discours de Pierre Messmer a été à la fois celui du Premier ministre et celui du chef de l'UDR. Il a tenu à rappeler qu'il cumulait ces 2 fonctions. Mais ce matin, un très long débat de politique générale dont il faut détacher le discours de Michel Debré. Un Michel Debré sobre, retenu, mais plus intransigeant que jamais. Il est prêt à reprendre du service, il ne l'a pas caché, pour des principes gaullistes qui, chez lui, croyez-moi, ne vacillent pas. Une nouvelle majorité, oui, mais pas n'importe comment. L'UDR, dit-il, ne doit pas devenir le parti radical de la Troisième République. Ne faisons pas d'anti-De Gaulle, a-t-il dit. Pour lui, par exemple, l'anti-De Gaulle, ce serait de revenir à l'OTAN. Et puis, il a eu des formules. Vous êtes un homme du passé, me dit-on. Quand je distingue les fantômes du père Combes ou de Pierre Laval derrière ceux qui me font ce reproche, je me sens regaillardi. On imagine le succès qu'il s'est taillé. Après lui, Alain Perfit, l'ancien secrétaire général, a affirmé avec force que l'avenir de la Ve République résidait dans l'UDR. Mais pour lui, que l'on ne confonde pas l'UDR et la République. Nous ne voulons ni d'un État UDR, a-t-il dit, ni d'un UDR étatisé. Et enfin, Pierre Messmer, très acclamé, on parle souvent, a dit le Premier ministre, de l'autorité de l'État, mais rarement on la définit. Il va le faire en exhortant ses amis à l'unité. Pour moi, l'exercice de l'autorité peut être résumé en 2 mots. Action et sanction. Il faut évidemment faire appliquer à tous ceux qui violent délibérément la loi les sanctions qu'ils méritent. Il faut que ceux qui entravent l'action du gouvernement n'en attendent pas en même temps des faveurs. Mais avant tout, l'autorité dépend de l'action. Action politique, qui consiste d'abord à appliquer le programme de réforme et de progrès dans l'ordre et dans la liberté que nous avons annoncé avant les élections législatives et que nous avons pris l'engagement de mener à bon terme avant la fin de la législature. Il faut que l'UDR, fer de lance du combat de la majorité qui soutient le gouvernement,
restent toujours unis. Nos adversaires savent que nos querelles seraient leur meilleure chance. Puisque notre unité fait notre plus grande force, ils espèrent que nos divergences nous paralyseraient. Certaines, il faut le reconnaître, ont été quelquefois un peu visibles. Et notre union ne sera utile, elle ne nous permettra d'agir que si nous suivons le président de la République que nous avons choisi parce qu'il est gaulliste, parce qu'il est l'un des nôtres, parce qu'il appelait les Français à poursuivre l'œuvre entreprise par le fondateur de la Ve République. À propos de la hausse des prix, le Premier ministre a insisté sur l'idée que la lutte contre la vie chère était l'affaire de tous. Il n'a pas caché qu'il préférerait l'adhésion à des mesures appliquées dans une discipline librement consentie, une adhésion qui le dispenserait de recourir à la contrainte. Et puis en terminant, Pierre Messmer va donner ce qu'il appelle des consignes aux militants gaullistes. Rappelez, dit-il, les progrès réalisés en 15 ans et ne vous lassez pas d'affronter nos adversaires. Il va le faire lui-même, vous allez le voir. Aujourd'hui, on entend une nouvelle antienne. Nous ne sommes pas assez gouvernés. Et qui le dit avec un air faussement attristé? C'est M. Mitterrand qui montre ses dents de loup affamé de pouvoir. En 1968, dans le désordre de mai, M. Mitterrand, qui n'a jamais accepté la Ve République ni l'autorité du général de Gaulle, s'offrait par avance et distribuait déjà les portefeuilles. Le général de Gaulle ayant parlé, M. Mitterrand a été renvoyé par le peuple français et condamné à s'effacer pendant plusieurs années. En 1973, allié aux communistes, il repart à l'assaut. Au mois de mars, il y a seulement quelques mois, la France lui préfère ceux qui font confiance à Georges Pompidou et qui veulent l'aider à continuer son œuvre. Mais il ne se décourage pas et parfois il lui arrive de rêver à haute voix « Si je gagne, confie-t-il à un hebdomadaire. » Et je trouve que ce jeu est assez révélateur. Il y a quelques jours, il voit luire de troubles espérances dans ce qu'il croit être une crise de confiance. Mais il ne suffit pas d'avoir échoué 2 fois pour gagner la 3e, et les troubles espérances que voit M. Mitterrand, ce ne sont pas celles des Français. Nous ne craignons pas les confrontations électorales, nous l'avons montré bien souvent. Mais en attendant les futures confrontations électorales, nous gouvernons et nous gouvernerons. Pour nous tous, par-delà les épreuves, et même par-delà la mort, il n'est pas trop tard, il ne sera jamais trop tard pour crier « Vive de Gaulle !» parce que « Vive de Gaulle !» ce sera toujours « Vive la France !» Avec le discours de clôture du Premier ministre, la Marseillaise chantée par les 6000 personnes présentes à Nantes cet après-midi, un télégramme de soutien extrêmement chaleureux voté à l'unanimité et adressé à M. Georges Pompidou, les 6e assises nationales de l'UDR se sont terminées sans surprise.
Mais les surprises n'avaient pas manqué durant ces 3 journées. Les personnalités, par exemple, et Dieu sait si elles sont nombreuses à l'UDR, n'ont pas occupé seules le devant de la scène. Les militants, et ils ne cachaient pas leur satisfaction, ont eu le sentiment de pouvoir s'exprimer librement, particulièrement dans les 3 commissions. De là vient sans doute la coloration extrêmement sociale de ces assises, avec des audaces surprenantes parfois. Ainsi, un mot comme celui de cogestion a pu être employé sans déchaîner autre chose que des applaudissements. C'est la relance très vive de la participation à laquelle on a cherché à donner un contenu extrêmement concret. Jacques Chaban-Delmas y voit l'une des conditions de la nouvelle société. Pour lui, concertation, participation, politique contractuelle, voilà les moyens de créer une société plus juste et de corriger les inégalités de l'expansion. Mais l'UDR n'a pas seulement voulu se montrer généreuse et ouverte aux aspirations sociales. Elle a, avec au moins autant de force, manifesté son désir de voir affermie l'autorité de l'État. Il fallait entendre celle du gouvernement. C'est Jacques Chirac qui, le premier, a dénoncé les dangers qui menacent cette autorité, qui ne peut pas être, a-t-il dit, perpétuellement contestée et remise en cause. Certes, entre les discours, par exemple, de messieurs Chaban-Delmas, Debré, Chirac, Messmer et de nombreux autres, il y a bien des nuances. Les principes ne sont pas toujours exprimés de la même façon, les priorités ne sont pas les mêmes, les tempéraments diffèrent. Il est vrai que l'UDR ne veut pas être un parti, mais un rassemblement. Cela rend son unité, obligation majeure, rappelée maintes fois, particulièrement difficile. Mais elle a paru renforcée durant ces 3 journées. En venant à Nantes, les délégués avaient besoin de cette confirmation. Ils attendaient aussi du gouvernement des initiatives et surtout de l'autorité. La réponse de M. Messmer, vous l'avez entendu, ne devrait pas les décevoir. Les Pays-Bas exceptés, la communauté européenne va bénéficier d'un traitement de faveur de la part des producteurs de pétrole. Réunis à Vienne, la capitale autrichienne, les 10 pays arabes exportateurs de pétrole ont en effet décidé d'atténuer quelque peu l'embargo. La nouvelle réduction de 5% sur leurs exportations, qui devait intervenir le mois prochain, est suspendue. Cet engagement, indique un communiqué, a été pris en considération de la position politique prise par la communauté sur le Moyen-Orient. On se souvient que le 6 novembre dernier, les 9 ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles avaient, dans une déclaration commune, demandé l'évacuation des territoires occupés par Israël, tout en reconnaissant pour ce dernier le droit à des frontières sûres et reconnues. Cette déclaration de Vienne constitue sans doute un premier pas vers la détente. Depuis le début de la guerre du Kippour, l'utilisation de l'arme du pétrole n'a cessé de mettre en péril l'approvisionnement énergétique de la communauté européenne. Certes, la France et la Grande-Bretagne, traités comme des pays amis, n'ont que peu souffert de l'embargo. Mais la Belgique ou l'Allemagne fédérale, considérées comme pays neutres, ont dû prendre des premières mesures de restriction qui mettent en cause l'économie européenne. Il reste, malgré cette décision de Vienne, que la situation n'est pas pour autant normalisée, et ce pour 3 raisons. D'abord, les Pays-Bas, dont l'attitude est toujours jugée pro-israélienne, ne sont pas concernés par cet accord. La pénurie s'y installe. Dès demain, 3 grandes raffineries réduiront sensiblement leur production et le port de Rotterdam, le plus grand complexe pétrolier du monde, est toujours au bord de l'asphyxie. Or, c'est justement de Rotterdam que sont expédiés une partie des produits raffinés consommés par la Belgique et l'Allemagne fédérale. Ensuite, la réduction de 25% des exportations arabes décidée il y a un mois est maintenue. En réalité, à l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, les pays européens recevront en décembre le même tonnage qu'en novembre. Enfin, l'embargo reste également effectif pour les États-Unis, où justement une étude du Congrès vient d'indiquer que la pénurie de carburant pourrait atteindre 35% de la consommation à la fin de l'hiver. Bref, la décision prise aujourd'hui à Vienne évite l'aggravation de la situation. Elle n'écarte pas définitivement les dangers de pénurie, mais elle marque le désir des pays arabes de prendre en compte favorablement la position politique adoptée par la communauté. Trois semaines après la Hollande, une semaine avant l'Allemagne, la Belgique vit son premier dimanche sans voiture. Dès 3 heures ce matin et jusqu'à lundi 3 heures, la rue appartient aux amoureux de la marche à pied, de la bicyclette ou de l'équitation. Le centre de Bruxelles a été déserté au profit de la forêt ou de la campagne.
Pas une seule voiture dans les rues, spectacle insolite pour un dimanche. Une ambiance sympathique, bon enfant, les Belges ont profité de leur jour de repos malgré cette interdiction. Ça, on s'en fout. Vous en foutez qu'il n'y ait pas de voiture à Bruxelles? Oui. Pourquoi? Comme ça, on est tranquille. Et vous autres aussi? Vous avez une voiture vous-même, monsieur? J'ai déjà ça longtemps, oui. Et ça vous prive pas du tout? Mais non, ça me prive pas. Je m'en fous, moi, qui ferme tout le bazar. Ce matin, dans les rues de Bruxelles, les marchands de vélos d'occasion étaient certainement les plus heureux. Vous souhaitez que ça continue? Ah, pour moi, oui. Pour tout le monde, pour tous les marchands de vélo, hein, monsieur. Hein? Pas pour moi tout seul, parce que il y a des gens, n'est-ce pas, 2000 francs, pour eux, ça n'a rien. Hein? Qu'est-ce que c'est de donner 2000 francs? C'est comme moi, je donnerais 200 francs. Alors, ils vont au marché, ils achètent un vélo d'occasion, 2000 francs. Pour une journée, les Bruxellois ont cru revivre au siècle dernier. Dans toutes les rues de la capitale, des sabots de chevaux martelaient la chaussée. Bien, je pense que mon père a fait la même chose il y a très longtemps et je suis très contente de le faire aussi. Ça vous gêne pas du tout qu'il n'y ait pas de voiture à Bruxelles le dimanche? Ah non, justement, je suis très contente. La ville est différente. Ah, elle est très différente. Elle est beaucoup plus sympathique. Vous préférez que ça dure, vous? Ça, c'est un autre problème, c'est une question économique. Toute la journée, la police a exercé une surveillance vigilante. Toute infraction est sanctionnée par une amende minimum de 300 francs français. Très peu d'autorisations ont été accordées. Et on les délivre à qui, ces autorisations? À tous ceux qui sont dans le besoin, donc. Les ambulances, la police, les pompiers. Alors, il y a encore... Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'infractions aujourd'hui? Non, jusqu'à présent, aucune. Cette mesure va permettre à la Belgique d'économiser 10% d'essence. Mais les automobilistes ne l'acceptent pas toujours de bon cœur. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Si elle est nécessaire, il faut absolument la tenir, c'est tout. Mais vous n'aimeriez pas que ça se prolonge? Je crois quand même que ça va se prolonger pendant un certain temps. Déception pour les uns, joie pour les autres, cette journée aura permis aux enfants de s'amuser avec leurs parents. Alors qu'est-ce que vous pensez de Bruxelles sans voiture? Eh bien, je souhaiterais voir ça arriver plus souvent. Et vous, madame, est-ce que c'est pas un peu dur pour vous? Ah oui, ça c'est très dur. C'est la première fois et puis nous devons promener nos jumeaux pour leur donner du bonheur. Alors, ça fait du bien, de temps en temps. Vous aimeriez que ça dure longtemps, ces dimanches en voiture? Certainement tous les dimanches, oui. Ça ne nous dérange pas. Ça nous fait du bon exercice. Une dizaine de blindés ont pris position devant le Parlement, au cœur d'Athènes, place de la Constitution. Le centre de la ville et les endroits névralgiques sont patrouillés par des soldats en armes. Le couvre-feu décrété hier est très rigoureusement appliqué et il semble que l'armée ait pour l'instant la situation bien en main. Les affrontements qui ont fait 4 morts et 130 blessés selon le gouvernement, 50 morts et au moins 300 blessés selon les mouvements étudiants, ont peu de chances de se reproduire car l'appareil militaire et policier chargé de maintenir l'ordre est très impressionnant. Ainsi, la timide tentative de démocratisation du régime des colonels, le retour à un gouvernement civil et à certaines libertés individuelles se sont soldés par un échec. Les revendications des étudiants sont vite devenues politiques et le président Papadopoulos, qui avait montré une certaine tolérance les 3 premiers jours de l'occupation de l'école polytechnique, a choisi la manière forte, le retour à un passé tout récent, puisque les premières mesures de libéralisation datent de quelques mois à peine. Aujourd'hui, la censure s'abat sur la presse grecque et les arrestations se multiplient. L'école polytechnique et les rues avoisinantes où se sont déroulés les violents affrontements des derniers jours sont encore jonchées de débris, de voitures calcinées, de barricades abandonnées. 2 journées qui voulaient marquer le retour de la Grèce à une démocratie réelle, mais qui en ont peut-être chassé l'espoir pour longtemps. Raymond Girard, 24 heures sur la une, Athènes. David Ben Gourion est dans un état grave. Le premier président du Conseil israélien est âgé de 87 ans. Il souffre d'une hémorragie cérébrale. Toute la partie droite de son corps serait paralysée. Son état est qualifié de très sérieux. Ben Gourion avait été pris de plusieurs malaises durant ces derniers mois.
Les rencontres israélo-égyptiennes ne sont pas suspendues. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de l'ONU. Contrairement à ce qui a été dit donc par le quotidien du Caire El Aram ce matin, les officiers supérieurs des deux camps se rencontreront au kilomètre 101 cette semaine. Il s'agira pour les deux généraux de discuter d'un retour sur les lignes du premier cessez-le-feu. La Chine et les États-Unis se seraient mis d'accord sur le problème cambodgien. C'est lors de la récente visite d'Henry Kissinger à Pékin que les deux gouvernements ont abordé cette question. Selon Phnom Penh, les Américains auraient promis d'accélérer leur désengagement en échange de l'appui chinois dans une solution négociée entre Khmers. Un accord qui vraisemblablement ne peut que déplaire à Moscou. La politique contractuelle continue. Demain, le CNPF et toutes les centrales syndicales se rencontrent au sommet pour discuter de la sécurité de l'emploi. Parallèlement, et 24 heures sur la une est le premier à vous en informer, le patronat français vient de dresser le bilan 1973 de cette politique des contrats dans les entreprises du secteur privé. Eh bien, dans les 10 derniers mois, nous avons signé 8 accords avec les organisations syndicales ouvrières. Sur ces 8, il y en a eu 3 qui concernaient les retraites complémentaires, la généralisation de ces régimes, des taux de cotisation supérieurs. Il y a eu 3 accords également en matière de chômage total, chômage partiel, pré-retraite, un accord sur la formation professionnelle, et puis également un accord sur le placement des cadres. Paradoxe, d'un côté, jamais la politique contractuelle n'a été aussi intense qu'en 1973. De l'autre, certains conflits sociaux, Renault à Flins, Péchinet à Noguère, Lippe à Besançon, ont paru remettre en question cette politique de négociation sociale et cette politique contractuelle. Je dis non, ils ne remettent pas en cause la politique contractuelle. Seulement, ils mettent en valeur des problèmes que nous avons soulevés depuis longtemps auprès du patronat et auxquels il a refusé d'accorder des réponses satisfaisantes. Lippe, Noguère, des problèmes d'emploi qu'on a posés depuis longtemps et sur lesquels nous n'avons pas abouti à des solutions satisfaisantes. Donc maintenant, il n'y a pas remise en cause de la politique contractuelle, il y a que contractuellement avec le patronat, nous voulons négocier sur ces problèmes des garanties suffisantes. Autre élément du bilan CNPF, en 1973, 1562 accords ont été négociés et conclus par les partenaires sociaux, soit dans les entreprises, soit encore dans les branches professionnelles. La hausse des prix, les débats parlementaires, le congrès du Parti radical seront les 3 événements qui marqueront l'actualité politique et sociale cette semaine. La hausse des prix, détente après la grève des commerçants et les assurances qu'ils ont reçues de M. Chirac sur une application plus souple de la taxation. Le problème de fond reste cependant posé et il faudra attendre mardi, qui sera une journée déterminante, pour y voir plus clair. M. Giscard d'Estaing recevra alors les commerçants et essaiera de trouver avec eux les modalités d'application de la taxation. En fin de journée, M. Bergeron, le secrétaire général de Force ouvrière, se rendra à son tour rue de Rivoli pour demander au ministre des Finances le contenu des prochaines mesures anti-inflationnistes. Mardi toujours, les patrons feront connaître leur position sur la hausse des prix. Quant aux partis de gauche et aux syndicats CGT, CFDT et FN, ils arrêteront la date pour une journée nationale contre la vie chère. À l'Assemblée nationale, on en terminera cette semaine avec la loi de finances 1974. 2 budgets qui avaient été repoussés reviendront devant les députés, la jeunesse et les sports et la marine marchande. Cette semaine, l'Assemblée devrait se saisir de projets de loi sociaux portant sur l'amélioration des conditions de travail et la participation des travailleurs dans l'entreprise. Et les députés pourraient également débattre sur la politique énergétique de la France. Au Sénat, fin de l'examen sur la loi Royer sur le commerce, et jeudi, les sénateurs se saisiront à leur tour du budget 74. Jean-Jacques Servan-Schreiber sera-t-il encore président du Parti radical dimanche prochain? Les radicaux qui réunissent leur congrès dès vendredi en décideront. Jean-Jacques Servan-Schreiber, accusé par certains membres de son parti de diriger seul, a déclaré qu'il ne serait pas candidat. S'il se retirait, M. Gabriel Perronnet, député d'Allier, a fait savoir qu'il poserait sa candidature. À retenir également cette semaine, lundi, la réouverture de l'usine Lippe d'Ornans.
Lundi toujours, le CNPF rencontre les syndicats sur la sécurité de l'emploi. Mardi, la direction de la SNCF et les syndicats se rencontreront au ministère des Transports sur l'avenir des chemins de fer. Et puis samedi, Conseil national du PSU, Michel Rocard confirmera sa décision de se démettre de son mandat de secrétaire national. Quand Napoléon eut l'idée, il y a 170 ans, de faire construire un tunnel sous la Manche, ça n'était certainement pas dans le but de faire l'Europe, mais tout simplement pour envahir l'Angleterre. Bien avant ce projet, qui ne s'est donc pas réalisé, une grande partie de l'histoire de l'Europe dépendait, dans une large mesure, des rapports de force militaires entre la France et l'Angleterre. C'est dire que la signature hier du traité franco-britannique, donnant par là même le premier coup de pioche pour la construction du tunnel, restera comme une date de l'histoire, la Grande-Bretagne étant destinée à être inexorablement amarrée au continent européen. Il y a 170 ans, Napoléon avait pensé à un tunnel. Depuis, des messieurs également très sérieux avaient envisagé la construction d'un pont sous lequel, visiblement, beaucoup d'eau ne coulera jamais, mais c'est toute une histoire. Écoutez plutôt. La première idée date de 1802. Mathieu, ingénieur des mines, propose à Bonaparte, qui veut envahir l'Angleterre, un tunnel aéré par des cheminées de ventilation. Puis les projets les plus fous germent dans le cerveau fertile des techniciens. En une seule occasion, le tunnel va devenir réalité. Nous sommes en 1875, le chemin de fer triomphe en Europe, et pourquoi pas, vient l'idée aux promoteurs de ce moyen de transport révolutionnaire de relier l'Angleterre à la France par le moyen d'un chemin de fer sous-marin. En 1879, on entre dans la phase pratique des travaux. Une galerie qui existe encore aujourd'hui, la galerie des Anciens, est creusée sur 1800 mètres à partir de Sangatte. Des moyens ultramodernes pour l'époque sont mis en ligne, comme la machine à compression pneumatique de l'anglais Beaumont. On vient visiter les chantiers, notamment du côté anglais. Le Premier ministre, Gladstone, s'intéresse sur place en 1882 à l'avancement des travaux du tunnel sous la Manche. Et puis, chez les Britanniques, une campagne anti-tunnel se développe. Les partisans du superbe isolement, les militaires aussi, ont en définitive gain de cause. Les deux chantiers sont arrêtés en 1883. La cheminée du chantier de Sangatte cesse de fumer, la galerie des Anciens se déserte, elle restera longtemps vide. Jusqu'au milieu du XXe siècle, en fait. Pourtant, en Angleterre, des noms célèbres prennent sa défense. Conan Doyle, Winston Churchill. C'est seulement au début des années 60 que le problème d'une liaison permanente à travers le bras de mer ressurgit. Le pont a des adeptes, et déjà, à l'époque, le journal télévisé en parle. C'est M. Jules Mock, ancien président du Conseil, qui soutient le pont. Ce pont, dont vous voyez la maquette, coûterait environ 300 milliards d'anciens francs. En sa faveur, l'air, la rapidité des secours. Il aurait 70 mètres de haut pour permettre le passage des paquebots. Louis Armand, apôtre d'un tunnel ferroviaire creusé sous le lit de la mer, aura donc eu raison. C'est un peu un hommage posthume. Au total, il aura donc fallu 175 ans et des trésors d'imagination pour franchir à pied sec les 36 kilomètres qui séparent Calais des falaises de Douvres. Sur le chemin du progrès, la technique et l'histoire, bien souvent, ne vont pas à la même vitesse. C'était en 1952. Une très jeune fille, une petite bourgeoise de province, devenait en quelques semaines célèbre dans le monde entier avec un livre que tout le monde a lu, Bonjour Tristesse. Françoise Sagan y faisait sensation en critiquant les hypocrisies et les tabous de la bourgeoisie, mais surtout en faisant preuve, pour son âge, à l'époque, d'une étrange mélancolie et d'un mal de vivre, alliés à la frénésie de l'alcool et aux folles courses en voiture. Tout cela est loin comme l'année 1952. Ça ne veut pas dire que, passant de ce que certains appellent la débauche à un apparent assouvissement, Françoise Sagan ne soit plus la même. Et quand on a annoncé, il y a quelque temps, qu'elle était très malade, voire mourante, on a pu penser un instant qu'elle avait été victime de son propre style de vie. Françoise Sagan, vous le savez, on se pose des questions. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Êtes-vous malade? Certains disent même que vous êtes mourante. Alors où est la vérité?
La vérité est, Dieu merci, assez loin. Je me porte fort bien. J'étais fatiguée, j'étais me faire des examens très sérieux à Lyon, c'est une ville où on a le temps. Et puis c'est tout. Puis j'ai appris en rentrant que j'étais la dernière extrémité. Alors je suis rentrée à Paris. Et depuis, le téléphone n'arrête pas de sonner. Quand je rentre dans un restaurant, les gens me regardent comme une miraculée. Je reçois un courrier très gentil d'ailleurs de gens qui prient pour moi. Ça devient un peu ridicule. La dernière fois que vous êtes passé à la télévision, vous avez déclaré que vous en avez assez de la France, que vous vouliez partir définitivement à l'étranger. Oui, j'étais absolument excédée par la France. Pourquoi? Je sais pas, j'en avais peut-être assez justement de cette espèce d'atmosphère autour de moi. Et j'ai décidé d'aller habiter l'Irlande. J'avais décidé, il n'est pas aussi simple que ça de changer de vie complètement. Et c'est un projet que je ferai, que je vais réaliser un jour ou l'autre, mais actuellement, j'ai pas les possibilités de le faire. Si vous le permettez, on va changer de sujet. Quel était votre sentiment lorsque vous avez appris que le pape avait déclaré que vous étiez un mauvais exemple pour la jeunesse? Pour la vérité, j'ai plutôt une réaction de rire, parce que je me suis dit, mon Dieu, mais si même le pape s'en mêle, où va-t-on? Ça me paraît tout à fait un peu disproportionné. Je ne suis pas un exemple d'irréligiosité. Le fait que je ne crois pas en Dieu n'inclut pas que... Je trouve qu'il a dû prendre un exemple plus sérieux. Voilà. Il y a 19 ans, Bonjour Tristesse, pour certains, était un livre à scandale, vous le savez. Mais il me semble que publier aujourd'hui serait considéré comme un ouvrage bien sage. Oui, il passe en tout cas tout à fait inaperçu au point de vue amoralité. Bien entendu. Je sais pas, la vie était très vite à ce sujet-là. Ce qu'ils appellent les tabous ont sauté, tout est ouvert, expliqué, etc. D'ailleurs, c'est un petit peu ennuyeux, c'est une façon. Est-ce que Françoise Sagan a changé en 19 ans? Oui, d'abord j'ai pris 19 ans. Bien sûr. Et puis, j'ai changé, oui, la vie vous change un peu. On apprend des choses, qu'il faut être très tolérant. Et par voie de conséquence, est-ce que vous avez changé ce fameux mode de vie qu'on vous attribue à tort ou à raison? Les modes de vie correspondent à des goûts, ils ne correspondent pas à des démarches mentales. J'ai renoncé aux voitures de sport parce qu'on ne peut plus rouler. J'ai renoncé aux plages l'été parce qu'on ne peut pas se baigner. Et puis voilà. Si on parlait un petit peu des personnages de vos romans, ils ont pratiquement tous quelque chose de commun. On a l'impression qu'ils ont tous pour devise « Dieu est mort, tout est permis ». C'est pas Dieu est mort, tout est permis, c'est je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à la vie éternelle, je ne crois pas que je sois quelqu'un de très très précieux. Je me sens seule et la solitude ne peut être brisée qu'à deux et quelquefois on est encore plus seul à deux que tout seul. Enfin, Je vais vous poser une question indiscrète. En général, les personnages de vos romans vieillissent assez mal. Comment vieillira Françoise Sagan? Oh, oui, assez mal, non, pas forcément. Moi, savoir si je vieillirais bien, je ne sais pas. Je crois que c'est assez difficile de vieillir, surtout pour une femme. C'est pas très gai. J'essaierai de vieillir gaiement. La vieillesse ne consiste pas forcément à s'éteindre. Voilà, cette édition est terminée. Merci de votre attention et bonne soirée. Bonsoir.